Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faux départ. J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Michel Audin. Bienvenue Michel parmi nous. Bonjour. Vous êtes à Londres, en tout cas nous avons 1 heure de décalage. Nous enregistrons, je le précise toujours Michel, parce qu'il y a des personnes qui vont écouter ça peut-être dans quelques années, Mmh. et nous enregistrons en janvier 2022. Mmh. Et on va parler des raisons d'optimisme aujourd'hui avec vous, Michel, dans ce cadre des naissances. Vous m'avez accompagnée sans le savoir pendant les dernières semaines de ma grossesse. J'ai accouché il y a 4 mois, puisque j'ai bu vos paroles sur l'inhibition du néocortex, sur les besoins de la femme qui accouche. Et vous avez tellement inspiré de monde au travers de votre expérience que je vous dis déjà merci au nom de toutes les personnes qui ont pu profiter de votre expérience et de vos recherches. Nous avons un point commun, c'est que nous aimons poser les questions comme point de départ, essayer de trouver la bonne pour une réflexion. Et les amis, si vous faites partie des rares personnes qui ne connaissent pas encore le parcours de docteur Michel Audin, je vous invite à regarder la barre d'infos de cette vidéo. Vous avez tout le parcours du docteur Audin que j'ai mis en lien. Brièvement, vous avez été pendant plus de 20 ans à la clinique, à l'hôpital de Pithiviers. Ça a été, je crois, un point de départ qu'on rappelle tout le temps. Et ça a commencé en 1962, sauf erreur. Et puis, vous avez été vraiment précurseur avec les accouchements dans l'eau, le chant prénatal, les bébés kangourous, l'accouchement comme à la maison, avec cette nouvelle façon de parler justement de la physiologie de l'accouchement. Et en fait, vous avez vraiment cette approche sur la recherche scientifique qui est vraiment passionnante. Ce centre que vous avez créé à Londres, Primary Health Research, qui regroupe en fait, comme vous le dites bien, cette base de données qui a qui permet de récolter, peut-être des on va dire des points de réflexion sur: y a-t-il des corrélations entre la façon d'accoucher et le présent de l'homme? Qu'en sera-t-il de la médicalisation des naissances à l'avenir? Est-ce que ça va avoir une influence sur notre civilisation? On est en pleine crise civilisationnelle d'ailleurs, avec cette crise Covid qui dure depuis 2 ans maintenant. Michel Audin, quelles sont aujourd'hui, selon vous, pour commencer cette vidéo, les premières raisons d'être optimiste? On va commencer par ça, si vous le voulez bien. Bien, c'est facile à résumer. On peut dire qu'aujourd'hui, si on prend pour point de départ une bonne question, on en revient toujours au mot question, ça c'est la couverture d'un de mes livres. Si on prend pour point de départ une bonne question, si on accepte de prendre en considération ce que nous apprennent les disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide, et en particulier en neurophysiologie, il n'est pas utopique que l'on puisse redécouvrir les besoins de base d'une femme qui accouche et faire en sorte que, dans l'avenir, un nombre plus grand de femmes puissent mettre au monde leur bébé dans des contextes très différents des contextes actuels, et en particulier en libérant ce qu'on appelle aujourd'hui un cocktail d'hormones de l'amour. Donc, pour comprendre tout cela, il faut rappeler qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, le sujet sont mondiaux, concernent l'ensemble de l'humanité. C'est pas un pays ou un autre, c'est aujourd'hui, à l'échelle mondiale, après des millénaires de socialisation de l'accouchement et d'oubli de besoins de base de la femme qui accouche, eh bien, il faut réaliser qu'on a la possibilité, il semble que l'on ait la possibilité de redécouvrir l'essentiel, de mettre à l'épreuve les conditionnements culturels, la tradition, et repartir sur des bases nouvelles. En quelque sorte, notre sujet, c'est un sujet qu'on pourrait inclure dans dans un cadre très large,
mais là on va se contenter de parler de la naissance des bébés. C'est que rappeler qu'il y a 10 000 ans, environ, nos ancêtres ont commencé à dominer, à domestiquer la nature, à dominer la nature, à dominer la nature. Domestiquer les plantes, c'est l'agriculture, domestiquer les animaux, c'est l'élevage, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à cette époque-là, il y a environ 10 000 ans, donc récemment dans l'histoire de l'humanité, 10 000 ans. À à cette à cette époque-là, on a dans une grande mesure domestiqué l'être humain et en particulier, on a socialisé l'accouchement. On a établi des règles, des habitudes, on a socialisé des rites, des avant cette époque, on a assez de documents pour dire que les femmes s'isolaient pour accoucher. Donc ça a été le grand tournant et ensuite on a socialisé de plus en plus l'accouchement, de plus en plus de croyances, de rituels, d'interférences culturelles et là, aujourd'hui, c'est la même chose que pour tous les sujets, on a atteint les limites de la domination de la nature. Quel que soit le sujet, qu'on parle des climats, que l'on parle de la pollution des océans, qu'on parle de n'importe quoi, on a atteint les limites de la domination de la nature. Il en est ainsi pour l'accouchement. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, eh bien, la plupart des femmes n'accouchent plus. On délivre le bébé. Oui, L'institution médicale délivre le bébé d'une façon ou d'une autre, avec l'assistance pharmacologique, avec la césarienne, mais donc on atteint les limites de la domination de la nature. Donc on a des raisons évidentes de pessimisme. On pourra peut-être résumer au cours de notre rencontre les raisons de pessimisme pour mettre en avant les plus importantes, mais ce que je voudrais aujourd'hui, puisque les propos pessimistes dominent, ce que je voudrais par contre, c'est souligner qu'il y a aussi des raisons d'optimisme, qu'il n'est pas, utopique que l'on redécouvre les besoins de base d'une femme qui accouche, que l'on comprenne d'une façon nouvelle la physiologie de l'accouchement, qu'on remette en cause le paradigme dominant, c'est-à-dire la façon dominante de penser. Mais pour ça, il y a 2 conditions. C'est possible, ça semble possible, mais il y a 2 conditions. La première, c'est qu'on l'on prenne pour point de départ la bonne question. On en revient toujours à et la mmh, deuxième, c'est on accepte d'assimiler ce que nous enseignent des disciplines émergentes, des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide. Donc il y a 2 conditions qui qu'il faut bien, oui, analyser si on veut comprendre qu'il y a des raisons d'optimisme. Alors d'abord, poser la bonne question. Eh bien, il y a sans doute parmi nous des professionnels de la santé qui ont étudié dans des livres et qui peut-être ont trouvé un chapitre ou des chapitres, sur la physiologie de l'accouchement. Eh bien, il y a une chose qu'ils peuvent remarquer, c'est qu'on prend toujours, ou en règle générale, heu, pour point de départ, une question dominante. On commence comme ça. Pourquoi l'accouchement est-il difficile dans l'espèce humaine? On part de là et alors à partir de là, eh bien, on donne toujours la même réponse. C'est pour des raisons mécaniques, morphologiques. On nous montre des dessins du squelette de la mère, des dessins du squelette du bébé, de sa tête, la forme de la tête du bébé, la forme du bassin de la mère et cetera, les dimensions et puis on dit: «Voilà, pour des raisons mécaniques, morphologiques, l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine, point, point à la ligne». Pas besoin d'en dire plus. Le sujet n'intéresse plus personne puisque on ne peut pas changer la forme et les dimensions du bassin d'une femme qui attend un bébé. On n'y peut rien, on n'y peut rien. Donc c'est très frustrant la façon dont on étudie la physiologie de l'accouchement. Alors tout change si on prend pour point de départ une autre question, la question utile. Comment expliquer que occasionnellement et même encore aujourd'hui, mais c'était sans doute plus fréquent dans le passé. Comment expliquer qu'occasionnellement, certaines femmes, qui n'ont rien de particulier sur le plan de leur dimension, de la forme de leur corps, et cetera, comment expliquer que certaines femmes accouchent très vite, très facilement? Elles ont à peine le temps de réaliser qu'elles sont au travail et puis le bébé est né. mmh,
comment expliquer cette discordance entre il y a des femmes qui mettent au monde leur bébé très rapidement, très facilement, et puis d'autres qui ont besoin d'une césarienne après 48 heures de travail pénible, difficile. Voilà la question. Comment expliquer cette discordance? Eh bien, lorsqu'on pose bien la question, immédiatement, on comprend, on réalise qu'on a surestimé l'importance des phénomènes mécaniques. On s'est contenté d'envisager les phénomènes mécaniques sur lesquels on ne peut rien faire. Donc on ne s'intéresse pas à la physiologie de l'accouchement. Il y a que quelques lignes dans beaucoup de livres, de traités, il y a quelques lignes. Tout devient différent si on prend l'autre question, la question utile. Pourquoi certaines femmes accouchent très rapidement, très facilement? Ah, autrefois, en langue française, on appelait ces femmes parce qu'elles étaient connues, elles étaient identifiées. Voilà. Des pondeuses d'enfants. On disait c'est pondeuse d'enfants, hein, et dans beaucoup de langues, il y a un terme pour ça. Je sais qu'en italien, par exemple, je sais que vous avez des ancêtres italiens. Eh Oui, bien mais je ne connais pas l'équivalent, ah oui, c'est ça. C'est accoucher dans un éternuement en langue ah! italienne, on m'a dit ça. C'est comme si on est un éternuement puis le bébé est né, oui, c'est ça. Alors, Oui, voilà la question utile. oui. Pourquoi occasionnellement, il y a même encore aujourd'hui, des femmes qui accouchent très rapidement, très facilement? Si on part de cette question, immédiatement, on réalise qu'on a surestimé l'importance des phénomènes mécaniques, qu'il y a d'autres facteurs importants qui, sont impliqués dans la naissance des bébés humains. Immédiatement, on s'aperçoit, voilà, qu'on était sur un mauvais chemin. Il y a d'autres facteurs. Quels sont les autres facteurs? Eh bien, pour découvrir ces autres facteurs, il faut pour prendre pour point de départ ce qui caractérise l'être humain. Pourquoi l'être humain est-il très spécial? Eh bien, l'être humain est très spécial parce qu'il a développé à l'extrême son cerveau, bien plus que n'importe quel autre mammifère, notre mammifère. Il y a des chiffres qui peuvent, si on va se passer des chiffres, c'est une évidence. Et en particulier, dans l'espèce humaine, il y a une zone du cerveau qui s'est développée de façon, heu, extrême. C'est ce qu'on appelle le nouveau cerveau. Le terme technique, c'est le néocortex. C'est cette partie du cerveau qui nous distingue de tous les autres êtres vivants. C'est parce qu'on a développé à l'extrême notre néocortex qu'on peut faire des mathématiques, qu'on peut envoyer des êtres humains dans la Lune, qu'on peut établir une conversation, heu, avec, à quoi avec assistance visuelle entre Londres et Genève. Il y a que les êtres humains qui peuvent créer de telles conditions. Il y a et pourquoi? Parce que nous sommes spéciaux. Parce que nous avons développé à l'extrême ce nouveau cerveau, ce néocortex. Il faut partir de là quand on évoque ce qui caractérise l'être humain, une fonction physiologique différente dans notre espèce que dans d'autres n'importe quoi, que lorsqu'on parle de l'être humain, il faut toujours visualiser un môme, un mammifère, un primate, un mammifère qui a développé à l'extrême son nouveau cerveau, son néocortex. Voilà, il faut partir de là. Alors le point important, c'est que nous sommes à un tournant. Dans tous les domaines, nous sommes à un tournant. C'est que jusqu'à présent, ce néocortex, ce nouveau cerveau, on le présentait comme un outil au service de fonctions physiologiques vitales, un outil apportant des informations sur l'espace, sur le temps, facilitant la communication. C'était un outil. Aujourd'hui, à l'ère de la neurophysiologie, moderne, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. On s'aperçoit que ce néocortex, ce nouveau cerveau, si petit développé dans notre espèce, peut, au contraire, inhiber des fonctions physiologiques, gêner des fonctions physiologiques, obscurcir des fonctions physiologiques, les rendre plus difficiles. C'est le concept d'inhibition néocorticale
comment notre nouveau cerveau, notre néocortex, qui nous permet d'envoyer des êtres humains sur la Lune, peut gêner dans la vie courante, inhiber, rendre plus difficile des fonctions des fonctions physiologiques. Alors, pour comprendre, cela, le il faut, on peut d'abord évoquer des fonctions physiologiques inhibées par l'activité néocorticale, qui ne marchent pas bien quand on pense trop, quand on fait des mathématiques et cetera et bien sûr, parmi celles-là, il y a l'accouchement dans l'espèce humaine, mais on peut prendre pour point de départ, pour comprendre le contexte, d'autres exemples, tout simples, faciles à assimiler. Prenons par exemple le sens de l'odorat. Tout le monde sait que le sens de l'odorat est comparativement faible dans l'espèce humaine. Il y a beaucoup de raisons, on va pas mais il y en a une raison qui a été bien mise en évidence par des études qui ont été faites en Israël et qui sont faciles à résumer. Je vais je vais pas donner de détails sur les études scientifiques qui ont été utilisées, mais c'est facile à résumer. C'est que, le sens d'odorat est inhibé et rendu moins puissant, il est plus faible lorsque le néocortex, le cerveau logique, le cerveau rationnel est très actif. Alors, ça a été mis en évidence d'une façon très simple et tout le monde peut faire l'expérience. Si vous buvez un verre de vin, après ça, votre sens de l'odorat est aiguisé, il est plus fort. C'est simple. Vous buvez un verre de vin, vous réduisez l'activité néocorticale. Ça peut être un handicap si vous voulez faire si vous êtes un mathématicien qui veut résoudre une équation, c'est un handicap. Mais par contre, si vous buvez un verre de vin, c'est un avantage si vous voulez stimuler votre sens de l'odorat. Donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres pour expliquer ce concept d'inhibition néocorticale qui est en train de devenir une clé pour Mmh mh. comprendre la nature humaine en général et certaines fonctions physiologiques, heu, en particulier. Il y a bien d'autres, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, puisque parmi les gens qui sont avec nous en ce moment, il y a sans doute des professionnels de la santé qui ont étudié des livres. Ils connaissent ce qu'on appelle les réflexes archaïques, les réflexes primitifs et ça, ils connaissent ça très bien. On les recherche systématiquement chez les nouveau-nés dans beaucoup Oui. d'hôpitaux et cetera. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est des réflexes qu'on peut mettre en évidence chez le nouveau-né. C'est ce que fait le médecin ou la sage-femme. Ils mettent en évidence des réflexes. Mais ces réflexes vont disparaître après quelques semaines, quelques mois, ils vont disparaître. Ils vont disparaître pour un certain degré de développement du néocortex. À ce moment-là, ils vont disparaître. Parmi eux d'ailleurs, aujourd'hui, on ajoute les réflexes natatoires. Mmh mh. Un nouveau-né humain, s'il est immergé, il ne se panique pas. Il a des mouvements coordonnés de natation, il va vers un endroit qu'il peut agripper, il a ses yeux ouverts. On pourrait dire il sait nager comme tous les mammifères, il sait nager. Mais au bout d'un certain temps, quelques semaines, quelques mois, et c'est particulier à l'espèce humaine, un bébé humain, un être humain immergé va se noyer, à moins qu'il ait appris une technique, qu'il ait appris, qu'on lui enseigne une technique. Mais ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il a besoin d'apprendre à nager, parce qu'il a perdu ses réflexes natatoires. Voilà, c'est pour expliquer l'essentiel, pour expliquer une nouvelle compréhension de la nature humaine, heu, le concept d'inhibition néocorticale est en train de devenir une clé pour comprendre la nature humaine en général et certaines fonctions physiologiques en particulier, y compris l'accouchement. Nous sommes donc sur la voie pour redécouvrir les caractéristiques de l'accouchement dans l'espèce humaine, redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche et faire en sorte que plus grand nombre de femmes dans l'avenir vont peut-être pouvoir accoucher par elles-mêmes, alors que jusqu'ici, pour l'instant, elles sont délivrées.
Le point de départ, c'est comprendre la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile dans l'espèce humaine. Et ça, c'est ce qu'on a complètement oublié après des Mmh. millénaires de socialisation de plus en plus poussée. Alors, quelle est la solution que la nature a trouvée? Elle est très simple à expliquer, à résumer. Le néocortex, le cerveau qui pense, le cerveau rationnel, le le néocortex doit se mettre au repos. Accoucher, c'est pas le rôle du du cerveau rationnel, du cerveau logique. Accoucher, c'est le business, le rôle, c'est l'affaire du cerveau primitif, des structures cérébrales primitives. Eh bien, la nature a trouvé une solution pour rendre l'accouchement possible dans l'espèce humaine. Il faut comprendre, assimiler cette solution. Le néocortex doit se mettre au repos. Il faut év Le sinon, il y a une inhibition néocorticale et la femme, une ne peut pas accoucher. Donc voilà la solution, c'est la mise au repos du néocortex. Alors, lorsqu'on a compris cela, eh bien, il revient il devient facile de réaliser quelle solution la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible dans notre espèce. C'est cette mise au repos du néocortex. Alors quand on a compris cela, qu'est-ce qu'on immédiatement, on réalise quels sont les besoins de base d'une femme qui accouche. C'est être dans une situation telle que ce néocortex n'est pas stimulé. Voilà ce qu'on est en mesure de de retrouver et c'est une solution que même aujourd'hui certaines personnes, certaines femmes surtout, qui ont eu des bébés et peuvent encore comprendre. Il y a encore aujourd'hui, après des millénaires de socialisation de l'accouchement, certaines personnes qui peuvent comprendre la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible dans l'espèce humaine. Certaines personnes savent que quand une femme a accouché très rapidement, très facilement, par elle-même, n'a pas eu besoin d'assistance pharmacologique et cetera. Il y en a encore qui savent qu'il y a un moment où elle se coupe du monde, elle oublie, elle s'intéresse plus à ce qui se passe autour, elle oublie ce qu'elle a lu dans les livres, elle oublie ses plans puisque ses projets, c'est la mode de faire des projets, Oui. elle se elle se comporte d'une façon qui serait inacceptable de la part d'une femme civilisée. Elle ose crier, elle ose jurer, elle a des comportements même quelquefois incroyables. Par exemple, une femme en plein travail qui mord sa sage-femme, des trucs de ce genre-là. Heu et puis il y a aussi des particularités d'une femme en plein travail qui n'ont pas été observées jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas compris la physiologie de l'accouchement, donc on faisait pas attention à certains points Mmh. importants. Des femmes en plein travail qui perçoivent des odeurs que personne d'autre ne perçoit. Alors ça, c'est un excellent signe, qui n'a pas attiré l'attention jusqu'à notre récente parce que bon, parce qu'on s'occupe d'autres choses et c'est que la perte du sang, c'est la perception d'odeur, perception plus facile d'odeur. Ça, un sens de l'odorat aiguisé, c'est aussi un signe de réduction d'activité néocorticale et en plus, ces femmes qui sont comme sur une autre planète, elles se retrouvent dans des postures, dans des positions bizarres, inattendues, primitives, des positions de mammifères, d'une grande diversité asymétrique, on ne va pas les décrire, il y a trop de choses possibles et il y a encore un autre point important, c'est que quand une femme a mis au monde très facilement un bébé par elle-même, eh bien après cela, les jours suivants, elle ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Elle a Mmh. oublié la façon dont elle a accouché, elle l'a oublié. Et ça, c'est bien connu, ça a même été étudié, ouais. Donc mais tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Eh bien, ce qui est permis un accouchement rapide et facile, c'est la mise au repos du néocortex, du cerveau qui pense, du cerveau rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? On est sur la voie aujourd'hui
malgré des millénaires de socialisation, on est sur la voie pour redécouvrir les besoins de base d'une femme qui accouche. On est sur la voie pour comprendre qu'on ne peut pas l'aider. On ne peut pas aider un processus involontaire. Mais ce qu'on peut faire, c'est le protéger. Donc c'est une autre façon de penser. La science moderne nous oblige à changer de façon de penser. Les avancées scientifiques obligent la façon de penser. C'est pas comme les avancées techniques qu'on absorbe, les avancées technologiques. Les avancées scientifiques nous poussent à la façon de penser. Et bien voilà où on en est aujourd'hui. On en est aujourd'hui à comprendre qu'une femme qui accouche a avant tout besoin de se sentir protégée. Le mot clé maintenant, c'est protection. Il s'agit Mmh mh. pas de contrôler, de guider, d'accompagner, et cetera. Ça c'est ça c'est, c'est le conditionnement culturel dominant qui nous a amenés là où on est. Il faut comprendre que le mot clé, c'est protection. Protection, en particulier contre tout ce qui pourrait stimuler le néocortex. Quand on a dit ça, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Qu'est-ce qui stimule le néocortex? C'est bien connu. C'est le langage d'abord. Bah, faut pas parler à une femme qui accouche. C'est pas plus compl ça peut c'est facile à dire, mais c'est révolutionnaire. Faut pas parler attention à la lumière, ça stimule le néocortex, extrêmement important à l'ère Oui. de la lumière artificielle. Ouais, c'est tellement facile d'exposer des femmes qui travaillent en lumière sans se rendre compte de ce qu'on fait. Et puis ça veut dire éviter tout ce qui pourrait stimuler l'attention d'une femme qui accouche. Par exemple, heu, si on l'observe, elle se sent observée, elle s'observe elle-même, c'est une stimulation, ou bien si elle perçoit quelque chose qui l'inquiète, qu'elle a un peu peur, ah, ça stimule son néocortex, elle fait attention. Donc il faut qu'elle soit protégée contre tout ce qui stimule son attention, contre la lumière, contre le langage et cetera. Alors c'est très simple, les conclusions sont très simples. L'important l'important, c'est le point de départ. L'important, c'est de poser la bonne question. L'important, aujourd'hui, réaliser que le concept d'inhibition néocorticale ine est une clé pour comprendre la nature humaine en général. Constamment rappeler ce qui caractérise l'être humain par rapport à tous les autres êtres vivants, c'est cet extraordinaire développement de notre néocortex. Quel que soit le sujet, que l'on parle d'alimentation, que l'on parle de physiologie, l'être humain, c'est avant tout un primate avec un énorme, puissant nouveau Mmh. néocortex. Il suffit de comprendre cela et on est sur la voie, on a des raisons on a des raisons d'optimisme. Il n'est pas exclu, si on accepte de 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 tirer des leçons, des enseignements de la physiologie moderne, si on prend pour point de départ la bonne question, il n'est pas exclu que dans l'avenir, on puisse ainsi progressivement, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut mettre, heu, à l'épreuve un conditionnement culturel. Ce qui est puissant, c'est le conditionnement culturel. Ça fait des millénaires que c'est pas nouveau, ça fait des millénaires, c'est depuis le début de la socialisation de l'accouchement, donc on stimule le néocortex des femmes qui accouchent, on veut les aider, on socialise, il y a du monde, il y a, je faut constamment rappeler qu'on a assez de documents pour dire qu'avant cette révolution néolithique, c'est-à-dire la domination de la nature, les femmes s'isolaient pour accoucher. Il faut constamment, repartir de là. Pour comprendre la grande crise actuelle, il faut comprendre la grande crise précédente. C'est la domination de la nature sous toutes ses formes. Rappeler ce qui est important, que, d'après ce qu'on sait, parce il y a quelques sociétés qui ont gardé leurs caractéristiques paléolithiques, c'est-à-dire ayant précédé la domination de la nature jusqu'au XXe siècle, eh bien, il y a une remarque qu'on peut faire, c'est qu'apparemment, les accouchements étaient relativement faciles avant la socialisation de l'accouchement, avant la socialisation. Heu, il est remarquable, bon, que les chercheurs, que les scientifiques qui ont pu
étudiées encore au XXe siècle, via les sociétés, ne disent pratiquement rien, par exemple, sur les morts maternelles, les morts de nouveau-nés pendant l'accouchement. Apparemment, il y en avait très, très peu. Il y avait ils parlent beaucoup de mortalité, infantile d'enfants par maladie, par accident, Mmh. heu, mais pratiquement, ils ne parlent pas de danger de l'accouchement. C'est c'est une chose qu'il faut remarquer. Il y a sans doute beaucoup de raisons. Il y a d'abord le fait que les femmes avaient habituellement leur premier bébé dès qu'elles étaient pubères, donc c'est un âge où sans doute l'accouchement est plus facile que quand on a son premier bébé à 42 ans, hein. Donc c'est une raison, et puis une autre raison, c'est que certainement, c'est qu'elles et il y avait pas de conditionnement. Il y avait pas, Mmh. une autre raison, c'est qu'il y avait des millénaires, des milliers d'années, des centaines de milliers d'années de sélection naturelle. C'est-à-dire que depuis des centaines de milliers d'années, si une femme pouvait pas accoucher par elle-même, bah, elle avait pas de bébé, elle mourait, elle mourait. Donc, il y avait des millénaires de sélection naturelle. C'est aussi un facteur expliquant que l'accouchement apparemment n'était pas dangereux, hein. Donc il y a et puis c'était pas socialisé. Donc il y a une foule pour comprendre la crise actuelle, il faut comprendre la crise précédente. C'est Et d'ailleurs, vous parlez de crise actuelle, Michel Audin. J'ai remarqué aussi que maintenant donc ma première fille est née il y a 8 ans et on a vu une accélération, en tout cas dans nos régions suisses, les cours de préparation à la naissance sont devenus une série d'explications des actes médicaux. Par exemple, maintenant, c'est devenu courant dans un cours de préparation à la naissance de commencer par une explication aux femmes enceintes sur qu'est-ce qu'un forceps, qu'est-ce qu'une péridurale et en fait, on explique aux femmes, finalement, tout ce qui peut ne pas aller et comment on va le régler en obstétrique. Finalement, si on comprend bien ce que vous nous dites et aussi on s'adresse dans cette émission aux professionnels de la santé, les raisons d'optimisme, pour la suite des, on va dire de notre civilisation seraient, en tout cas, le point de départ d'envisager, d'apprendre et pourquoi pas même dans les écoles, ce concept d'inhibition néocorticale qui est à la base de la première expérience que nous avons sur terre dans notre naissance et la clé, comme vous le dites justement. Est-ce que ça serait ça peut-être une des solutions, c'est de transformer ces cours de préparation à la naissance, en tout cas dans la forme et de dire, expliquons aux femmes en quoi ce néocortex n v doit être bien compris pour justement, peut-être le lâcher parce que comme vous le dites si bien, on est programmé maintenant, Il y a en un 2022. conditionnement culturel qui est Oui. très vieux et qui a ce que vous dites en fait, la question que vous posez, elles ont déjà été posées il y a très longtemps dans un best-seller écrit il y a des milliers d'années, un best-seller que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, quel que soit le milieu culturel auquel on appartient, tout le monde a entendu parler de l'Ancien Testament. Eh bien, l'Ancien Testament, c'est en quelque sorte une espèce de bibliothèque sur ce qu'a apporté la révolution néolithique, c'est-à-dire la domination de la nature. C'est ça, c'est une bibliothèque, le Nouveau Testament, a été écrit il y a des milliers d'années. Ça n'était pas écrit du jour au lendemain, mais immédiatement, dès le début, on pose une question essentielle qu'on n'a pas su interpréter jusqu'à aujourd'hui, mais que la neurophysiologie moderne peut nous aider à interpréter. C'est que dès les premières pages, heu, on évoque la consommation des fruits de l'arbre de la connaissance. On apporte une connotation négative à ce qu'on appelle dans ce livre la consommation des fruits de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire en savoir trop, quelquefois, c'est un handicap. Voilà ce que ça veut dire, et c'est sur la même page que on lit que les femmes sont condamnées maintenant à avoir des accouchements difficiles. Tu accou Alors on traduit ça souvent en français par: «Tu accouchement dans la douleur», «Tu accoucheras dans la douleur».
en réalité, il semble que dans l'hébreu, les langues anciennes, c'est plutôt tu accoucheras de façon difficile, pénible, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, la question que vous posez, elle a été posée il y a dès l'instant où nos ancêtres ont commencé à dominer la nature. C'est c'est un handicap dans certains domaines d'en savoir trop. Alors c'est ce qu'ont absolument n'ont pas compris ceux qui ont introduit le concept de préparation à l'accouchement. Le concept de préparation à l'accouchement, tel qu'il a été introduit au milieu du XXe siècle, reposait sur une incompréhension totale de la physiologie de l'accouchement. Alors je pourrais en parler de façon Évidemment. très détaillée puisque, du fait de mon âge, j'ai déjà été impliqué dans l'obstétrique en 1953. J'étais externe chez monsieur Suzor à l'hôpital de Boucicaut, à la maternité, dirigée par monsieur Suzor. C'est l'époque où on a introduit ce qu'on appelait la psychoprophylaxie. Lamaze est revenu de Mmh. Russie, le docteur Lamaze est revenu de Russie. Il a introduit la psychoprophylaxie et il a il a commencé à vouloir préparer les femmes pour l'accouchement et préparer, c'était leur enseigner. Il Mmh. disait si les femmes enseignaient la physiologie, l'anatomie, et cetera, et cetera. Ça reposait sur une incompréhension complète de la physiologie de l'accouchement, hein, ça a accéléré et à l'époque, notre patron, docteur Suzor, qui avait beaucoup de bon sens et beaucoup d'expérience, quand on lui disait: «Qu'est-ce que vous pensez de l'accouchement dans douleur, de la psychoprophylaxie, de l'AMA, et cetera?» «Oh», il disait: «Vous tracassez pas mes enfants, il fait ça va passer, ils comprendront que c'est ça c'est qu'ils n'ont rien compris, vous tracassez pas, ça va pas durer ça». Or, l'avènement des milieux qui font la promotion de l'accouchement qu'ils appellent naturel a largement contribué à rend les accouchements de plus en plus difficiles. C'est une forme nouvelle de socialisation et aujourd'hui, lorsqu'on évoque l'opportunité qui nous est apportée grâce à la neurophysiologie moderne, des questions nouvelles, de redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche, et il ne s'agit pas de s'adresser à un milieu culturel ou à un autre. L'incompréhension de la physiologie de l'accouchement, c'est pas particulier à un groupe d'êtres humains ou à un autre, c'est pas particulier. Mais c'est surtout important de contacter ceux ou d'essayer de neutraliser ce que disent ceux qui font la promotion de l'accouchement naturel. C'est ça le plus difficile aujourd'hui et je vais illustrer ça par en montrant la couverture d'un livre. Souvent la couverture d'un livre à quel point il est important pour redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche, de contacter tous les milieux culturels, y compris ceux qui font la promotion de ce qu'ils appellent l'accouchement naturel. Ça me conduit à vous montrer un livre très connu aux États-Unis par un gourou de l'accouchement naturel, Robert Bradley, un livre de la Mmh. deuxième moitié du XXe siècle que je peux vous montrer, heu, ici. Oui, Husband Coached Alors, Childbirth. comme d'habitude, regardez la couverture. Oui. Pour accoucher, une femme a besoin d'un coach. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a besoin de quelqu'un qui sait et qui va lui dire ce qu'il faut faire, qui va la guider et cetera. Et ça, c'est à l'encontre de ce que l'on peut comprendre aujourd'hui si on assimile le concept d'inhibition néocorticale. C'est le contraire et on va aller en plus en détail sans quitter la couverture. On peut se demander: «Mais qui peut être le Mmh. coach? Qui peut?» Ben, quelqu'un qui sait. C'est le mari. Le mari, il suffit qu'il suive des cours, il va suivre des cours le mari. Et puis Oui, le mari. la femme, oui, c'est presque risible. On va encore aller un peu plus loin. On va même regarder la présentation du livre en haut et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'association de 2 mots. Vous voyez le mot «naturel» et le mot Oui, «méthode». oui, Ces 2 mots sont incompatibles. oui. Quand il y a une méthode, c'est pas naturel. Alors
s'il y a un milieu qu'il faut atteindre aujourd'hui, parce que c'est plus difficile, Mmh. chez les médecins, c'est relativement plus facile aujourd'hui parce qu'ils ont une culture scientifique souvent, mais c'est le milieu qui font la promotion de l'accouchement naturel. C'est là qu'il est le plus difficile de comprendre, de réaliser que l'important, c'est de protéger la femme qui accouche. C'est pas de l'aider, c'est pas de l'accompagner, c'est pas de la guider, c'est la protéger contre ce qui peut inhiber le processus de l'accouchement. C'est une nouvelle façon de penser, hein. Voilà, Oui. voilà où on en est aujourd'hui et voilà une raison d'optimisme. Bon, Oui et d'ailleurs, c'est ça en fait, ça comme vous le dites, raison d'optimisme, les femmes savent faire au niveau de leurs réflexes archaïques, pour autant que le néocortex, ce fameux néocortex soit éteint. Protéger des stimulations, donc pour résumer, la lumière, les questions d'ailleurs, Michel Audin, une des premières choses qu'on fait quand une femme arrive en structure hospitalière avec ses contractions, c'est qu'on lui demande si elle a sa carte d'assurée. on lui pose des Donc, questions. Mmh. on lui pose des questions. Bon, alors du coup, réfléchissons, hein, tous ensemble qui nous écoutez, les femmes qui préparez votre accouchement, à faire, un point justement sur, ces clés qui peuvent activer votre néocortex et comment protéger, comme vous le dites si bien, ce processus involontaire. Et pour parler, si vous le voulez bien maintenant, de ce processus involontaire, vous nous dites aussi que la poussée est une corruption du réflexe d'éjection du fœtus. Est-ce que, vous pourriez nous dire 2 mots là-dessus? J'insiste sur ce réflexe d'éjection du fœtus parce que dans, on va dire dans la culture, dans laquelle en tout cas je suis, eh bien personne ne sait de quoi je parle quand je parle de réflexe d'éjection du fœtus. On sait tous ce qu'est le pousser madame, sur le dos avec toute une armada de personnes autour et puis des lampes d'hôpital. Mais qu'est-ce que comment justement, peut-être prendre cet exemple-là pour illustrer ce que vous nous dites sur cette physiologie de l'accouchement, les femmes savent faire et surtout que ça peut aller vite, sans faire de dégâts? Oui, alors bon, c'est facile à résumer. Il m'est facile de le résumer, Oui. ce qu'il est convient de savoir parce que le terme réflexe d'éjection du fœtus a été utilisé à l'origine, au cours des années 1960, par une scientifique américaine que j'ai bien connue, qui s'appelait Niles Newton. Mais Niles Newton étudiait l'accouchement chez les souris. Les souris ont un cortex, bon, et non pas un néocortex aussi fort que le nôtre, le nôtre, mais étudiait l'accouchement chez les souris et elle utilisait ce terme. Alors ce qui l'intéressait chez les souris, c'était, hem, d'analyser les facteurs qui peuvent gêner l'accouchement, en quelque sorte. Mmh. Les facteurs elle a étudié les facteurs d'environnement qui influencent le déroulement de l'accouchement chez les souris. Et elle avait mis en évidence que tout ce qui stimule le cortex, bien sûr chez la souris, il n'y a pas un néocortex aussi développé que nous, il est rudimentaire, mais elle avait compris que, tout ce qui stimule le cortex gêne ce qu'elle appelait le réflexe d'éjection du fœtus. Alors le réflexe d'éjection du fœtus, donc c'est un terme qui était utilisé à l'origine pour l'accouchement chez les souris, chez des mammifères non humains. C'est-à-dire que, une femelle souris était sur le point d'accoucher et tout d'un coup, brusquement, paf, une espèce de réflexe. Il y a pas de mouvement volontaire, il y a pas d'effort, il y a pas ça. Un réflexe et le bébé est né, réflexe d'éjection du fœtus. Alors connaissant Nigel Newton, étant au courant de ses travaux, heu, j'ai fait remarquer que parfois, dans l'espèce humaine, j'ai fait cette remarque dans les années 70, dans l'espèce humaine, il arrive que des femmes aient l'équivalent d'un réflexe d'éjection du fœtus, décrit par Nigel Newton. C'est-à-dire que des femmes qui sont en travail, elles sont plutôt passives et soudain, oh! Changement de vitesse, pleine d'énergie, aucun effort volontaire et puis 2 ou 3.
contraction utérine puissante, involontaire et le bébé est né. J'ai dit: «Mais chez l'être humain aussi, j'ai certaines femmes qui donnent l'impression de plus être sous le contrôle néocortical, où il y a de véritables réflexes d'éjection du fœtus» et j'ai commencé à dire que la deuxième phase de l'accouchement, c'est un effet de la socialisation de l'accouchement. C'est parce qu'on Mmh. socialise l'accouchement, c'est parce qu'on guide, c'est parce qu'on gêne, parce qu'il y a des conditionnements culturels puissants et cetera, que l'on a transformé le réflexe d'éjection du fœtus en une deuxième phase de l'accouchement avec le besoin de pousser. Alors j'ai publié ça en 1960 en 1987 dans le journal américain qui s'appelait Birth. J'ai publié ça sur le réflexe d'éjection du fœtus dans l'espèce humaine et Niles Newton, dans le même numéro, a publié un article sur le réflexe d'éjection, une révision de Physiology and Reflex Revisited, révision du réflexe d'éjection du Mais fœtus. est-ce que l'acte de faire une péridurale peut, Oh bah non, inhiber ce réflexe? ah non, bah, il y a pas de réflexe d'éjection s'il y a péridurale. Non, ça D'accord. c'est hors de question. Mais disons que c'est une chose qui est possible dans l'espèce humaine et Niles Newton a écrit un article où elle exprimait sa satisfaction que l'on puisse sauver de l'oubli ce concept et qu'on Mmh. puisse même l'a l'appliquer à l'espèce humaine. Voilà, voilà de alors tout ça bien sûr, on n'en parle pas parce que c'est trop difficile à comprendre. Ça ça peut se voir, mais il faut d'abord qu'il y ait pas un conditionnement culturel trop fort. Il faut des femmes qui puissent se libérer du conditionnement culturel et puis il faut des situations très, très spéciales. Par exemple, ça se voit, hem, avec certaines douleurs que je connais bien, oui, elles savent un peu de quoi il s'agit. Quand une femme s'isole dans les toilettes, ferme la porte et puis accouche toute seule, ça peut encore arriver que des femmes modernes aient un réflexe d'éjection du fœtus. Ça donc tout ça, ça ne peut être compris que si auparavant, on a compris le concept d'inhibition néocorticale. Alors, c'est comprendre le réflexe d'éjection du fœtus, ça n'est possible que si on redécouvre, si on comprend, si on analyse le réf l'inhibition, ce qu'est l'inhibition néocorticale et si on comprend, quelle est la solution que la nature a trouvée. Donc tout ça, ça suit, ça vient, mais on part toujours de la même. Il y a toujours le même Mmh. point de départ, c'est que c'est pas du jour au lendemain qu'on va remettre c'est pas par exemple, accepter qu'on peut pas aider une femme à accoucher, mais qu'on peut essayer de la protéger, mais c'est pas du jour au lendemain, c'est extrêmement difficile de comprendre cela, extrêmement difficile, alors que c'est simple théoriquement, hein. Comprendre qu'il faut pas parler, a priori c'est simple. Comprendre qu'il faut faire attention à la lumière, a priori c'est simple. Faire faire en sorte que la femme soit pas inquiète par quelque chose, qu'elle soit protégée contre ce qui pourrait lui faire peur ou attirer son attention. C'est apparemment très simple. En réalité, c'est pas du jour au lendemain. C'est possible, il faudra beaucoup de temps, c'est ça et il faut comprendre il s'agit de que c'est il s'agit de conditionnement culturel. Il faut pas essayer de s'adresser à un milieu ou à un autre. C'est culturel, c'est tout le monde. C'est un sujet, la naissance des bébés humains, c'est un sujet pour tous les êtres humains qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité, qui ont réalisé que l'humanité, est en danger, est en voie d'extinction peut-être. Heu, ce qui Après ce que nous avons dit, peut-être, il me semble qu'il peut être utile, malgré tout, puisque notre sujet, c'est les raisons d'optimisme et je crois qu'on les a quand même, heu, analysées ou introduites, sans donner d'opinion. J'ai pas donné d'opinion, j'ai simplement rappelé des faits, hein, heu heu, il faut quand même rapidement, d'une façon résumée, rappeler les raisons
de pessimisme en mettant l'accent sur les principales raisons de pessimisme. Parce que quelquefois, on parle de pessimisme, on parle de façon pessimiste, mais on met pas toujours l'accent sur ce qui est le plus inquiétant. Et ce que je pense nécessaire de le faire, là, en quelques minutes que nous avons encore ensemble, c'est quelles sont les principales raisons d'inquiétude en ce qui concerne l'avenir de notre espèce? Eh bien, moi, je mettrais en avant le fait que on neutralise les lois de la sélection naturelle et ça veut dire que a priori, notre espèce ne peut pas survivre très longtemps si on continue à neutraliser les lois de la sélection naturelle et on se demande comment arrêter cette neutralisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout le monde a entendu parler depuis Darwin de la sélection naturelle et tout le monde sait que la médecine moderne en général, la médecine de reproduction en particulier et l'obstétrique, l'accouchement, la science de l'accouchement en particulier, ont pour effet de neutraliser les lois de la sélection naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui ne peut pas accoucher par elle-même a autant de bébés que celle qui accouche très facilement, que la pondeuse d'enfants. Elle a autant de bébés. Si elle ne peut pas accoucher par elle-même, bon, bah, c'est simple, on lui fait une césarienne. C'est bien connu, c'est bien connu. Et puis celle qui accouche très facilement, bah, quand elle a le nombre d'enfants qu'elle veut avoir, aujourd'hui c'est en moyenne inférieur à 2. Eh bien, si elle dispose de la contraception médicalisée, bah, qu'est-ce qu'on fait? On neutralise les lois de la sélection naturelle. Mettez ça dans les mains de mathématiciens, eh bien, ils vont calculer, ils peuvent calculer, il s'agit de mathématiques, hein, il ne s'agit pas d'opinion, de mathématiques, le moment où pratiquement il y aura presque plus de femmes sur notre planète qui seront en mesure d'accoucher. Puisque ça va être ça va il y a plus de sélection naturelle, puisque tout le monde peut avoir le même nombre de bébés, il y a plus de sélection naturelle. C'est pour expliquer ce que c'est que la sélection naturelle, ce que c'est que de la neutraliser et c'est sans doute la principale menace pour l'espèce humaine. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais rappeler des raisons de pessimisme, c'est qu'en général, on prend pas cette raison pour point de départ. C'est que nous sommes une espèce en danger, parce qu'on a neutralisé les lois de la sélection naturelle qui étaient vieilles de 4 milliards d'années. Mais puis en quelques décennies, on les a neutralisées, mais c'était extraordinaire comme histoire de notre espèce. Et il y a d'autres raisons de souligner qu'il faut évoquer le mot pessimisme. C'est qu'aujourd'hui, c'est un fait, il ne s'agit pas d'opinion. C'est un fait que la la plupart des femmes ne comptent pas sur la libération d'un cocktail hormonal naturel pour mettre au monde leur bébé. Bon, ce cocktail hormonal, il est bien connu, il y a de l'ocytocine, il y a des endorphines, il y a de la prolactine, c'est bien connu, mais l'important, c'est de comprendre que ce cocktail hormonal est considéré aujourd'hui comme un cocktail d'hormones de l'amour. Ces hormones ont des effets comportementaux. Eh bien, Mmh. il n'y a pas besoin de longs discours pour dire qu'aujourd'hui, à l'ère de l'assistance pharmacologique, à l'ère de la césarienne qui se fait avec beaucoup de sécurité et qui est devenue très facile, eh bien, le nombre de femmes qui mettent au monde le bébé et le placenta grâce à la libération d'un cocktail d'hormones de l'amour, ce nombre est devenu insignifiant et il va en diminuant. C'est sérieux d'en rendre inutile les hormones de l'amour dans cette phase qui Mmh. entoure l'accouchement. Voilà une autre raison de pessimisme qu'il faut mettre en avant et puis encore une autre. Il faut réaliser la grande révolution qui s'est produite, alors là, on est dans l'histoire récente, qui s'est produite récemment dans la naissance des bébés humains. Cette révolution se situe sur le plan bactériologique et donc immunologique et facile de rappeler que jusqu'à une époque récente, les femmes accouchaient là où elles vivaient, hein, Oui. dans un milieu extrêmement familier. C'est-à-dire
qu'elles mettaient au monde leur bébé dans un environnement bactériologique, familier, donc amical. Parce que les femmes fabriquent des anticorps qui correspondent aux microbes qui les colonisent. Donc les microbes familiers sont amicaux et dans l'espèce humaine, il se trouve que les anticorps maternels, dans l'espèce humaine, franchissent très facilement le placenta, ce qui fait que quand le bébé naît, eh bien, il a déjà les mêmes anticorps que sa mère. Ça, c'est particulier à l'espèce humaine. Il a les mêmes anticorps que sa mère, c'est-à-dire que les microbes qui sont familiers et amicaux pour sa mère sont déjà pour lui familiers et amicaux. Or, ce sont ceux-là qui, jusqu'à une époque récente, commençaient à programmer, Mmh. à éduquer le système immunitaire. Le système immunitaire de l'être humain était programmé, heu, se développait grâce à l'action d'une grande diversité de micro-organismes amicaux, familiers. C'était comme ça. Bon, pas besoin de longs discours pour dire qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Oui. Sur un plan bactériologique, il y a 2 lieux d'accouchement possibles. Il y a la maison ou ailleurs. C'est comme ça qu'il faut classer les accouchements aujourd'hui. L'accouchement sur un plan bactériologique, c'est-à-dire si on considère la façon dont se construit la santé, dont se construit le système immunitaire, c'est sérieux, comment se construit la santé. Eh bien, il y a 2 sortes d'accouchements. Il y a l'accouchement chez soi, milieu familier, et il y a l'accouchement ailleurs. Ailleurs, faut dire ailleurs, faut pas en dire plus. Mmh. Et qu'est-ce qui est en jeu? Le développement du système immunitaire, la programmation, l'éducation du système immunitaire. Alors, a priori, tout ça, ça implique des questions qu'il va falloir poser dans l'avenir, c'est encore un peu tôt. Est-ce que l'accroissement des de la fréquence, de la prévalence de dérégulation du système immunitaire est lié aux conditions nouvelles Mmh. d'accouchement? Dérégulation du système immunitaire, ça veut dire maladie allergique, ça veut dire maladie auto-immune comme diabète de type 1, ça veut dire maladie à virus. Les maladies, à virus, dans une grande mesure, sont liées à des dérégulations du système immunitaire et on parle beaucoup des maladies à virus, mais on ne se demande pas comment se développe le système immunitaire qui nous fait Mmh. face au virus. Donc soudain, il faut réaliser, les raisons de formuler, les façons de prendre conscience de raisons de pessimisme, hein. Donc je l'ai fait très rapidement, do c'est ça, c'est pas le sujet que je veux développer, mais c'est important quand même de rappeler quelles sont les principales raisons de pessimisme, si on veut donner de l'importance aux raisons d'optimisme. Donc D'autant plus que c'est une réflexion à long terme et comme vous le dites si bien, jusqu'à enfin, en tout cas, jusqu'à pas très longtemps et peut-être même encore actuellement, c'est pas le problème, on va dire, de l'obstétrique de savoir quelles sont les répercussions sur le système immunitaire humain, d'actes, comme tout simplement naître dans un milieu hospitalier avec toute une faune, étrangère. Quelles sont les répercussions pour le petit être d'homme qui vient, de naître, pour sa vie d'adulte? Or, effectivement, ça mérite, une émission à part entière puisque c'est un sujet capital pour l'avenir de l'espèce humaine. oui, bah, je reformulerai presque votre question en disant que on pourrait peut-être parler un jour de ce que j'appelle la recherche en santé primale et notre banque de données. Oui. C'est-à-dire depuis que j'ai publié en 1986 un livre qui s'est appelé en français «La santé primale», un livre Mmh. publié chez Payot. En quelque sorte, je pars du fait que nos systèmes d'adaptation de base, c'est un réseau qui comprend bien sûr le système immunitaire, qui comprend le système nerveux, le système endocrinien, c'est système de base, atteignent un haut degré de développement dans une phase de la vie humaine que j'appelle la période primale, qui va de la conception, en gros, au premier anniversaire Mmh. et qui inclut la période de la naissance. Alors, à partir de là, j'ai, envisagé
l'avènement d'une nouvelle génération d'études épidémiologiques qui explorerait des corrélations entre ce qui se passe pendant cette période primale et ce qui se passera plus tard en termes de santé, en termes de traits de personnalité, et cetera. Donc j'ai mis sur pied, dès cette époque, une banque de données que je continue à alimenter, qui s'appelle la banque de données de recherche en santé primale, que tout le monde peut explorer. C'est-à-dire que je j'essaie de réunir des études qui sont dispersées dans la littérature médicale et scientifique, parce qu'on ne les classe pas de telle façon qu'elles sont faciles à trouver, ces études. Et qui passe même inaperçu, comme vous le dites d'ailleurs. Elles passent, facilement Mmh. inaperçues. J'ai donné un exemple puisque vous parlez d'études qui passent inaperçues et puisqu'on n'a plus beaucoup de temps ensemble, j'ai donné un exemple d'études qui sont passées inaperçues jusqu'à présent, alors qu'elles ont été les auteurs étaient des épidémiologistes chevronnés et que les études ont été avaient une grande valeur scientifique et étaient publiées dans des journaux très sérieux, mais très spécialisés. Je vais donner un exemple. Une étude énorme, suédoise, sur des hommes nés sur des périodes allant de 1885, je me trompe de date, c'est pas d'importance, jusqu'à 1940, quelque chose comme ça. Mmh. Et ensuite, ils ont étudié les risques qu'avaient ces hommes d'avoir un jour un cancer de la prostate. C'est-à-dire longtemps après Mmh. la naissance. Et ils ont mis, heu, ils ont montré, par exemple, que si la mère avait eu, au moment de l'accouchement, une maladie qu'on appelait autrefois les toxémies. Aujourd'hui, on parle d'éclampsie, par exemple, et cetera, hein. Bien, cet homme n'aura jamais de cancer de la prostate ou à peu près jamais, oui, bon. Et aussi les risques étaient liés à la durée de la vie fœtale, des choses comme ça. Bon, eh bien, c'est le genre d'études qui sont passées absolument inaperçues et d'une grande importance. Ça Mmh. ça veut dire mais il faut penser à long terme, alors on sait pourquoi ça passe inaperçu. Imaginez les sages-femmes et les gynécologues accoucheurs, ils s'intéressent pas au cancer de la prostate. C'est normal, ils s'intéressent pas au cancer de la Voilà, c'est ça. et puis imaginez les urologistes qui vous rencontrent des nonagénaires, des octogénaires, ils s'intéressent pas à la durée de la vie fœtale et aux prééclampsies, aux éclampsies, et cetera. Eh bien, voilà le genre d'études que j'essaie de Mmh. sauver de l'oubli, de réunir et voilà la raison d'être de notre banque de données que j'ai donc établie en 1986 et que je continue à alimenter. Bien, je crois que cette dernière question, c'est une façon de Oui. souligner qu'on a beaucoup d'autres raisons de nous rencontrer dans l'avenir et que ça, rien que cela, en soi, ça peut être un sujet pour une autre, rencontre. Oui, effectivement. D'ailleurs, je reprécise, encore une fois les amis, que dans la barre d'infos de cette vidéo, vous avez le lien, du site internet, de docteur Michel Audin, justement avec cette foule d'informations que vous nous donnez. C'est énorme. Vous avez quand même écrit plus d'une quinzaine de livres, donc de quoi alimenter toutes vos soirées, puisque nous avons, aussi, beaucoup de personnes qui nous regardent et qui décident, Michel Audin, de faire un peu de pause avec les écrans, les réseaux sociaux et tout ce bruit, médiatique finalement qui entretient une certaine tension actuellement et beaucoup de stress. Alors moi, j'invite, toujours les gens à reprendre les bonnes vieilles habitudes de la lecture sur un format papier. C'est agréable, ça stimule, aussi tous nos sens et on en a besoin. On a besoin de se retrouver un peu dans un milieu un peu plus chaleureux que l'écran, même si ça nous est bien utile, dans ces justement dans ces périodes où en plus, je serais bien venue à Londres, ça fait longtemps, mais avec toutes les mesures maintenant, on ne sait plus où on a le droit de mettre les pieds et pour combien de temps avant de se faire emprisonner dans les pays. Donc on est obligé pour le moment de passer par cette technologie. En tout cas, heu,
encore une fois, un grand merci pour, votre passion. Vous ne peut-être, je pense pas que vous ne vous en rendez compte, mais vous avez toujours les yeux qui brillent, Michel Audin, quand vous parlez, de ces sujets-là. Vous êtes d'une Je passion. peux enlever mes lunettes si vous voulez voir mes yeux. Vous êtes contagieux de passion et encore une fois, ce sujet s'adresse à tout le monde. Je pense que vous avez bien compris les amis, cette émission, au départ, s'adresse à tout le monde et pas uniquement à la femme enceinte. Au contraire, c'est vraiment un sujet civilisationnel et comme vous le dites bien, Michel Audin, on a toujours une raison de se dire que nous vivons une situation sans précédent et effectivement, maintenant je crois qu'on a bien, esquissé les contours. Il nous a fallu 1 heure pour esquisser les contours et j'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir pour aller plonger dans les détails passionnants de chaque point que vous avez évoqué parce que, finalement, je crois que là, on peut développer tellement de choses et surtout sur le long terme. J'aimerais aussi et je serais ravie que vous puissiez une fois nous faire un épisode sur l'art de poser les bonnes questions dans la science moderne aussi. Comment on a pu se tromper et perdre du temps finalement en posant les mauvaises questions. Je prends peut-être un exemple que vous aviez cité récemment, sur des façons de comparer 2 études par rapport au système immunitaire entre les accouchements par voie vaginale et ceux peut-être par césarienne ou selon la façon d'accoucher, mais c'est toujours dans le même milieu. C'est toujours dans le même milieu, comme vous dites, ailleurs. Donc, comment le fait de poser une mauvaise question peut complètement fausser la réflexion à long terme. Je vous laisse le mot de la fin, Michel Audin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs, à nos auditrices, qui s'intéressent justement à cet avenir de la civilisation, pour terminer cette capsule ensemble? Bien, j'aimerais simplement dire que puisque nous avons pris contact aujourd'hui, j'espère que dans l'avenir, nous aurons d'autres occasions de prendre contact et de nous entraider, puisque c'est ce qu'il faut faire maintenant, nous Mmh. entraider pour participer à l'initiation d'une nécessaire prise de conscience. Nous avons besoin d'une prise de conscience. Comment participer à une nécessaire prise de conscience aujourd'hui? Eh bien, pour ça, il faut d'abord s'entraîner à être bilingue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de transmettre ses connaissances subjectives, le langage du cœur. Ça suffit pas, personne ne vous écoute. Ce qu'il faut, c'est associer ce langage avec le langage scientifique. Aujourd'hui, nous devons compter sur des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide pour remettre en cause des millénaires de traditions, de conditionnement culturel. Donc c'est le rôle de tout le monde et voilà ce que peut-être ce que je peux dire pour comme façon de Oui. d'ajouter «au revoir», tout en Mmh. sachant que quand on dit «au revoir», ça veut dire, bah, nous espérons nous retrouver un jour. Oui, effectivement, je j'ai aussi une passion pour la neurophysiologie et je me réjouis de pouvoir, parler de ces études avec vous. Merci beaucoup Michel Audin. Les amis, vous l'avez bien donc compris, partagez ces vidéos, partagez-les puisque, sortir de ce conditionnement, cette programmation que nous avons tous eue, normal, nous sommes animaux sociaux, eh bien, ça passe par l'information. Comprendre déjà, savoir, la connaissance libère. Merci Michel Audin pour, votre temps. Merci les amis pour votre partage et je vous dis à très vite dans une nouvelle émission. Au revoir.